que j'ai envoyés font partie nécessairement des sujets qu'on a discutés à moi et Mme Boris, que l'information qu'on croyait importante à vous transmettre. J'ai rajouté aussi des sujets. Si je ne me trompe pas, avec ce qu'on avait envoyé, on avait l'accès aux gens avec la procuration, qui sont les visites. Qui fait partie des visites. Puis aussi, on m'avait demandé de rajouter le prix pour la nouvelle résidence et puis le vote. Donc, vraiment, là, on va avoir des élections le 20 septembre. Donc, comment que ça va se dérouler pour le vote, et ainsi de suite. Donc, on va commencer avec activité des résidents. Je voulais vous partager qu'en ce moment, il y a un de nos employés, un de nos superviseurs, Julie Delorme. Dans le fond, en ce moment, elle est en train de passer son cours pour obtenir ses ceintures pour la gestion de projet. Donc, ta ceinture blanche, jaune, verte, noire. Donc là, elle est en train de passer sa ceinture verte. Et puis, ce qu'elle est en train de faire, c'est une réorganisation des activités. Puis le but ultime de ça, c'est d'augmenter le nombre de minutes d'activité par jour par résident. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'on a fait 2 jours. On a fait 2 jours de brainstorm ou de remue-ménage avec différentes sessions de travail pour essayer justement là, de retravailler un horaire. Donc, la prochaine horaire pour le mois de septembre, attendez-vous à des changements par rapport à ça. Madame Boris, puis en fait, je peux faire parvenir ça au conseil de la famille. On va avoir là, nécessairement, là, on essaie d'augmenter le nombre d'activités, puis on va vous envoyer ça un peu plus en détail là, exactement lorsque la présentation a été faite au superviseur. Sinon, pour ce qui est... excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Désolé. Puis aussi, Mme Boris, le Conseil de la famille voulait parler le retour de la messe en présentiel. Là, en ce moment, il y a une messe à chaque vendredi. On essaye justement aussi d'introduire une messe les jeudis parce que c'est extrêmement populaire pour que les gens puissent avoir justement là, un peu plus de temps de recueil puis un peu plus de temps de pratiquer leur religion. Chose à noter aussi, par contre, pas nécessairement la messe, mais le chapelet. Et puis, le chapelet, pour la réorganisation des activités, donc le nombre d'activités qu'on veut augmenter, fait partie justement de ça. C'est quelque chose dans le sondage de la qualité qui avait baissé cette année. On a voulu adresser ce problème-là. Est-ce qu'il y avait c'est pas mal ça que je voulais discuter comme sujet au niveau des activités. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Par rapport aux activités ou quoi que ce soit? Oui, Mme Boris. Moi, je veux vous dire, ne vous gênez pas pour envoyer tous les documents à l'ensemble de vos personnes de contact POA, parce que moi, comme conseil de la famille, tous mes anciens collègues ne sont plus membres, parce que tous leurs êtres chers, leur mère, leur père et leurs conjoints sont décédés. Je suis seule et j'essaie d'avoir un conseil de famille fonctionnel. Je n'ai pas eu beaucoup de succès environ la semaine dernière. Et puis, disons que ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis présidente du conseil de la famille, mais ce n'est pas le cas. Il n'y en a pas de conseil de famille. Je suis seule. Donc, ça m'embête un peu. Donc, mettez tout le monde sur un pied d'égalité vis-à-vis l'envoi des documents. Moi, je vais les lire aussi bien que tout le monde. Pas de problème. J'ai qu'une chose. Est-ce que la majorité des activités vont être générales pour les 3 étages dans le même local ou ça va être des activités encore en cohorte plancher? L'idée en arrière de ça, c'est que ça va être des activités cohorte par plancher. Par contre, ce qu'on essaie de faire, puis on essaie de penser aussi à la nouvelle résidence. La nouvelle résidence, chaque unité ou chaque étage va avoir son propre bistrot, comme qu'on pourrait dire. On garde ce principe-là. Un peu ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'avec la configuration de la résidence, on perd
On a vraiment fait là, étape par étape. Là, on a eu des employés des activités qui ont participé à ça. On a fait étape par étape, vraiment, minute par minute. Combien de temps vous dédiez à chaque tâche dans votre journée? Puis on a déterminé qu'une de leurs plus importantes tâches, puis qui perdait beaucoup de temps au niveau des activités, c'était faire du portering. Donc, apporter les gens au bistrot pour faire une activité. Ça peut paraître banal, mais on perdait environ 30 minutes par activité à apporter les gens du deuxième puis du troisième étage au bistrot. Fait un peu la réorganisation, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire le plus d'activités possible dans les cuisinettes pour perdre le moins de temps possible à faire des déplacements. Puis ça, on va l'essayer, on va faire un test, voir si ça va fonctionner. Mais c'est vraiment le constat qu'on a fait, c'est que les gens on perd beaucoup, beaucoup de temps, justement, à ne pas donner des activités, mais juste à apporter des gens, à aider les résidents à se rendre au bistrot. Donc, c'est un peu ça là, notre point de vue par rapport à ça, puis la façon qu'on l'a adressé, puis la façon que les employés voulaient l'adresser également. Parce que ça, c'était leur plus grosse, comment je peux dire, c'était leur plus grosse inquiétude par rapport justement à ce qu'on faisait en ce moment. C'est que oui, c'est vrai, on a un bistrot, puis les gens du premier, ça va super bien, mais surtout avec l'esprit de coworking, puis de gens qu'on peut avoir dans un ascenseur en même temps. Bien, ça fait en sorte qu'on dédie beaucoup de temps, puis on perd beaucoup de temps, beaucoup de minutes dans une journée ou beaucoup de temps dans un corps de travail à effectuer des déplacements qu'on pourrait réduire tout simplement en changeant la place d'une activité. Par contre, on veut quand même garder des activités générales où est-ce qu'on peut mélanger les cohortes. Mais vraiment, ça va être on a réorganisé ça selon selon notre pratique qu'on était pour faire à la nouvelle résidence. Puis, ultimement, on a déterminé qu'on sauvait beaucoup de temps là, si on faisait ça de cette façon-là. Oui. Oui. Ma question, est-ce qu'il va y avoir des activités en simultané au premier, deuxième et troisième étage? Oui. Donc, on va dire à 2h15. Il Oui. va y avoir 3 équipes distinctes de préposés aux activités qui peuvent mener une activité sur chaque plancher. Ce ne sera pas un plancher le lundi puis un plancher le mardi. Non, OK. c'est ça. Good. C'est exactement ça le but, c'est d'avoir des activités simultanées en même temps. Puis nous, on s'est fait, on va avoir un employé de plus de façon permanente. Là, ça devrait être accepté au budget. Là, on s'attend que ça va être accepté. Je ne verrai pas pourquoi. Puis ce que ça va faire, c'est que là, à chaque jour, du lundi au jeudi, donc on a vraiment pris les journées où est-ce qu'on voit qu'il y a moins de visites. Le vendredi, samedi, dimanche, il y a beaucoup plus de visites. Donc, on va plus prioriser les activités individuelles la fin de semaine pour des gens qui reçoivent moins de visites. Puis, du lundi au jeudi, ça va vraiment être avoir 4 employés. S'il n'y a pas personne qui est malade, évidemment, on va avoir 4 employés qui vont être dédiés à faire des activités sur le premier, le deuxième, le troisième plancher, puis à l'unité également. Donc, ça va être comme avoir des bingos simultanés ou justement avoir toutes sortes d'activités. Puis là, le problème, c'est qu'on manquait de place. Toutefois, on a dit, regardez, on va réorganiser nos horaires de travail pour le nettoyage des cuisinettes. Comme ça, on va pouvoir utiliser les cuisinettes qui sont des belles aires de jeu nécessairement pour justement faire des activités ou que ce soit dans les cuisinettes ou dans les salons. Donc, c'était vraiment ça l'idée en arrière de ça, en arrière de cette réorganisation-là. Parce que pas juste au niveau de la religion, mais aussi au niveau des activités, c'est quelque chose avec la COVID qui a vraiment souffert. Puis c'est un sujet qui était vraiment plus chaud à la Convention d'Advantage Ontario pour les maisons de soins de longue durée. Donc, on parlait beaucoup, beaucoup de style de vie, d'activité, de stimulation sociale, de stimulation cognitive, puis comment il y a des choses qui ont été faites pendant la COVID qui nécessairement ne respectaient pas ça. Donc, dans cet ordre d'idée, dans cet ordre d'idée, on a voulu se réorganiser de cette façon-là. Puis ce qui est important à dire aussi, c'est que ultimement, puis on n'espère pas que ça va arriver, mais s'il y a une 4e vague, puis il y a des cas de COVID à un certain étage, on va pouvoir continuer les activités sur d'autres étages, justement parce qu'on va avoir pratiqué une certaine forme de cohorte. C'est tout le temps, c'est toujours ça qu'on a comme but, c'est d'apprendre de ce qui est arrivé, puis vraiment dire, OK, oui, il peut y avoir une éclosion, mais ça ne veut pas dire que la vie arrête non plus. Là. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on a comme arrière-pensée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport aux activités? OK. Le moyen de transport,
Pour ceux qui, je sais que je vois des nouveaux visages, là, même moi, avant que j'arrive, il y avait souvent des excursions comme au Walmart ou quoi que ce soit pour les résidents. Il n'y en avait pas énormément qui participaient, mais toutefois, on avait ce service-là. Euh, on va le recommencer. J'ai parlé à Aline Fournier, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'autobus de PR Transport. Donc, on avait de la misère à se trouver. Je pense que c'était Campo qu'on faisait affaire avec, mais ils n'ont plus d'autobus spécialisés là, pour aider. Donc, on a fait le tour puis on a déterminé que PR Transport, c'était la façon la plus pratique d'apporter les gens. L'autobus passe directement à la résidence, passe en avant du Walmart. Donc, on s'est dit, écoutez, c'est une bonne idée. Fait que ça va être introduit. Évidemment, si les normes changent au niveau de la communauté pour de la COVID, ben là, on va falloir se réaviser. Mais nécessairement, nous, c'est dans nos plans de rapporter là, cette façon de faire. Là. Oui. Est-ce que les autobus de PR Transport sont capables de prendre en charge des chaises roulantes? Oui. Si certains de vos clients qui veulent y aller doivent absolument être déplacés en chaise roulante, est-ce que cet autobus-là peut le faire? Et l'autre partie de la question, c'est qu'il y avait beaucoup de bénévoles les jours de sortie vers le Walmart. Beaucoup de bénévoles dans l'autobus, en plus de certaines personnes qui faisaient partie de votre personnel. Est-ce que votre cohorte de bénévoles est maintenant assez importante pour permettre ce type de sortie-là, si jamais vous voulez la mettre sur pied? Ben, ça va s'améliorer. Ben, de un, oui, on peut accommoder les chaises roulantes avec le PA Transport. Ça, il n'y a pas de problème. Évidemment, il y a un montant maximum. Je pense que c'est 2, mais ça se fait, oui, définitivement. Deuxièmement, oui, on commence à avoir plus de bénévoles. Là, je crois qu'on est rendu à 3 maintenant. Donc, c'est ce qui est une bonne augmentation parce que pendant 1 an et quelques, on était à 0. Donc, avec la COVID et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des vraiment bonnes nouvelles. Fait que oui, il ne devrait pas avoir de problème pour ça. Puis, nous, de notre côté, on a embauché, on a offert, je pense que c'est 32 heures par semaine de plus pour créer un nouveau poste comme personne en activité. Donc, on a augmenté nos équivalents temps plein pour ça l'année passée, mais ça avait été de façon temporaire dû à la COVID, mais j'ai appliqué justement, là, puis j'ai demandé au budget pour avoir des équivalents temps plein, cet équivalent temps plein-là de façon permanente au budget pour les années à venir, puis pour nous préparer aussi pour la nouvelle résidence. Je pense que ça c'était quand même assez vite comme sujet. Puis je vais parler maintenant des visites, puis je vais juste mentionner en anglais aussi parce qu'on va transmettre le message à d'autres personnes. Pour ce qui est des visites, je pense qu'on peut mélanger les deux sujets ensemble. C'est l'accès des personnes avec la procuration puis le 24 heures d'avance. Pour mettre ça en détail, la personne qui a la procuration n'a pas nécessairement accès comme elle veut, quand elle veut à la résidence. C'est la personne qui a la procuration et le résident décident du fournisseur de soins. C'est le fournisseur de soins qui est un visiteur essentiel que lui ou elle a justement là, accès à la résidence sans nécessairement contrainte s'il y a une détresse psychologique chez un résident ou s'il y a un manque social chez un résident. Donc, ça c'est vraiment la distinction que je voulais faire. C'est que oui, c'est pas nécessairement la personne qui a la procuration qui est fournisseur de soins. Majoritairement, oui, définitivement, c'est le cas. Pour ce qui est du 24 heures, je sais que ce n'est pas une pratique au préalable à la résidence. Puis, je sais que c'est un critère qu'il y a des gens qui n'apprécient pas nécessairement. Comme j'ai dit souvent à des gens, si vous venez sans rendez-vous, on va vous accommoder, c'est sûr. Par contre, qu'est-ce qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir des délais, il peut y avoir des attentes, puis il peut y avoir de la frustration par rapport à ça. Évidemment, comme j'ai dit, on a des situations où est-ce qu'il y a des familles qui arrivent, c'est l'heure du dîner où le résident fait la sieste, quoi que ce soit. Nous, ça nous permet de mieux nous préparer notre journée, puis ça permet d'avoir un meilleur service. Comme j'ai dit, ce n'est pas une nécessité, c'est vraiment une recommandation qu'on fait aux familles de booker 24 heures d'avance pour ça. Puis je pense qu'il y a des questions, donc je vais laisser aller Marie-Josée, oui. Salut Alex. Salut. Deux petites questions. La première, quand ta mère, ton parent tombe, est-ce que ça rentre dans la catégorie où je peux aller visiter comme au moment où ça arrive?
Oui, oui, définitivement. Comme ça, c'est le genre de situation où est-ce que oui, il n'y a aucun problème. Nous autres, on parle vraiment d'une visite comme les gens, comme qu'on Oui, je dit. comprends. Ouais. Oui, mais oui, si ton parent tombe, si ton parent est en détresse psychologique, ou sinon, les gens qui sont en fin de vie aussi. Donc, n'ont pas OK. obligé là, nécessairement, puis ils peuvent se présenter quand ils veulent. Puis ils sont pas obligés de, même quelqu'un qui est en fin de vie, il n'est pas obligé de passer un fast test, pas obligé de montrer des preuves de vaccination. OK. Mon deuxième petit commentaire, c'est moi, j'utilise beaucoup le texto là, de activité résidence Ouais. et je vois que souvent, on me répond, oui, thumbs up, tout est beau. J'arrive à la résidence, puis mon nom n'est pas sur la liste. Ça m'est arrivé OK. 2 fois dans la dernière semaine. Fait que peut-être juste un petit OK. tweaking de ce côté-là pour être sûr qu'on arrive et qu'on ne nous dise pas, ben ton nom n'était pas là. Moi, je sortais ma mère cette semaine, puis on m'a dit que tu n'as pas avisé. Je dis, non, non, moi, j'ai avisé, je peux te montrer mon texto, là. OK. C'est fait. Ça, c'est à Puis travers le courriel. non, c'est à travers le texto activité parce qu'on nous avait dit que c'était une des façons qui était rapide pour pouvoir 24 heures j'étais plus que 24 heures à l'avance. J'ai demandé vendredi passé pour la sortir lundi. OK. Parfait, je vais faire le Il y a suivi. peut-être juste tweaké pour être sûr que sur le formulaire ou la feuille, parce que c'est un petit peu frustrant se faire dire, ben, tu n'as pas réservé, mais oui, je l'ai fait, comme je le fais tout le temps, plus que Mhm. 24 heures à l'avance. Donc, peut-être juste un OK. petit message là, à faire aux gens qui travaillent dans le fait de prendre l'information et de la mettre sur la liste. Là. OK, pas de problème, je vais faire le suivi par rapport à ça. Puis comme j'ai dit aussi, puis je l'ai répété à plusieurs personnes, c'est nécessairement, c'est pas une obligation, c'est juste, encore une fois, puis quand il n'y a pas d'erreur ou quoi que ce soit, c'est que ça nous aide à préparer notre journée. Puis nous autres, c'est surtout aussi, pas nécessairement pour les gens qui viennent de façon régulière, c'est vraiment les gens qui viennent de façon sporadique. On a des gens qui viennent de façon. Puis c'est le message qu'on voulait transmettre aux gens qui ont la procuration parce que nécessairement, on n'a pas les courriels de tout le monde. C'est vraiment des gens qui ne sont pas habitués avec l'horaire des résidents puis qui se présentent à des moments où est-ce que, OK, bien là, on a couché votre mère, donnez-nous un 20 minutes, il faut qu'on aille faire un transfert, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça, le 24 heures. Puis nous, aux employés, je vais faire le message parce que même moi, j'ai entendu qu'il y a des employés qui le mettaient un peu plus de façon obligatoire. Puis ça, c'est un message que je vais transmettre à mes employés que nécessairement, on va l'accommoder. Mais justement, de juste mentionner, écoutez, si vous pouvez réserver 24 heures à l'avance, ça l'aiderait. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on on travaille, puis je vais mentionner à mes employés définitivement. Oui, Diane, tu es sur mute. Vous êtes sur mute. Ouais. OK. Tu as eu une tournure de phrase bizarre. Parce que moi, avant la pandémie, j'allais à la résidence 6 fois par semaine, à toutes sortes d'heures, à tout moment. Ouais. Et là, ma peur, c'est qu'on soit obligé de prendre des rendez-vous. Même une fois, toute la situation, comme on dit, revenue, toute la société est normale. Moi, comme c'est ça ma peur. J'ai vraiment peur qu'on nous bloque l'accès parce que vous nous dites que c'est pratique pour vous pour planifier la journée. Mais voyez-vous, avant, j'arrivais et puis si mon père était en train de recevoir un service, j'attendais. Ça ne me dérangeait pas. Ouais. Parce que j'avais tout le temps, j'avais pas de limite dans ma visite, tout allait bien. Mais là, on a des visites un peu limitées en temps. Puis moi, je ne veux pas que dans le futur, on va dire en 2022, en la mi-2022, qu'on soit obligé de passer à travers la partie des rendez-vous. J'espère que c'est considéré comme une mesure temporaire. Ben, je vous dirais que oui, parce que on a embauché des gens pour faire ça. Puis ça, c'est selon le Containment Funding, qui est un financement qu'on a en ce moment pour la COVID, exprès pour la COVID. Dès que ce financement-là va disparaître, notre système de rendez-vous va disparaître parce qu'on ne sait pas de l'argent qu'on va débourser pour ça. Donc, si ça peut répondre à votre question nécessairement, même si oui, c'est vrai au niveau opérationnel, nécessairement, ça nous aide à planifier notre journée. C'est pas quelque chose qu'on débourserait pour justement planifier ça. Puis la dernière chose aussi, c'est que on a une limite de personnes qu'on peut avoir en même temps à la résidence. Puis c'est un peu pour garder ça. Puis on n'est jamais passé nécessairement proche. C'est juste une question de diligence, faut qu'on garde un certain contrôle. Puis je pense que c'est un peu ça le thème
la pandémie en ce moment, c'est de garder un contrôle puis d'essayer d'être le plus efficace possible, justement, là, dans nos façons de faire, tout en respectant le bien-être des résidents, mais tout en respectant nos pratiques IPAC. Fait que c'est quelque chose qui est constant. Pour les mois qui s'en viennent, écoutez, je ne sais pas comment que ça va se passer. On va voir comment que la quatrième vague va se passer. On va voir comment que la vaccination va aller. Mais non, nécessairement, ce n'est pas quelque chose qui va rester, à moins que c'est un financement qui reste à tout jamais, ce qui je doute très fortement. Parce qu'on a eu plus d'argent pour le niveau de soins pour l'année prochaine. Donc, pour moi, là, dès que le containment funding qui appelle pour la COVID va disparaître, nos rendez-vous, on ne pourra plus là, maintenir ça. Là. Ça, c'est sûr à 100 c'est pas quelque chose que je vais miser là-dessus sur mon budget, ça c'est sûr. On a de l'argent qu'on devrait dépenser ailleurs. C'est juste nécessairement, c'est que le gouvernement nous donne ces moyens-là pour essayer d'avoir un système en place qui offre la liberté de venir à la résidence puis pas avoir les portes fermées comme on a eu au préalable, mais de garder un certain contrôle. C'est vraiment ça que c'est. Pas de problème. Ce que je vais faire, en fait, là, c'est que je vais envoyer ma présentation en français, puis pour pas que ça vienne redondant, là, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis je vais envoyer mon information en anglais. Donc, un genre de transcript anglophone là, pour les personnes qui sont anglophones, parce que tout répéter ça, ça pourrait devenir redondant à 5. Le deuxième sujet, c'est la vaccination. Un des sujets, c'est la vaccination. Donc, on a une confirmation. Le bureau de santé avec les paramédics vont venir le 15 septembre faire la 3e dose de vaccination pour nos résidents. Il y a plusieurs personnes, par contre, qu'est-ce qui est vraiment important à mentionner, c'est que si le résident si le résident a eu sa dose, il y a moins de 5 mois, il ou elle ne recevra pas sa 3e dose parce que sa 2e dose est encore effective. On a déjà notre liste de noms préétablis, on a tout envoyé nos chiffres. Donc, c'est vraiment là, les résidents qui étaient ici lorsqu'on a eu la 2e dose au mois de février, qui vont recevoir une 3e dose. Les autres sont les résidents qui ont reçu d'autres doses après, donc sont encore pleinement couverts. Là. On parlait de 6 mois, je ne me trompe pas, de couverture là, à 100% effective. Donc, ça, c'est confirmé. Puis pour le reste, j'imagine qu'on va. Là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais d'après moi, vers le mois d'octobre, on va assister à une 3e dose pour les fournisseurs de soins s'ils le veulent, puis les employés. Parce que nous, ultimement, ça fait plus que 6 mois, là, je pense, au mois d'août. Donc, février, mars, avril, mai, juin, juillet, à août. Donc, le mois d'août, c'était notre 6e mois. Donc, c'est pour ça qu'on commence là, justement la 3e dose. Ça commence la semaine prochaine. Nous, avec toute l'organisation qu'il y avait à faire, puis le nombre de résidents qu'on avait, on pouvait là, faire cette clinique-là le 15 septembre. Donc, ça, c'est réglé, c'est fait. Puis, je ne me trompe pas, on a déjà des employés en ce moment qui sont en train d'appeler les familles pour un consentement. Donc, c'est en train de se faire en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des inquiétudes? Juste une petite question de clarification, oui. Alexandre. Moi, je suis allée signer le formulaire de consentement, mais ma mère a eu sa dose comme fin mai. Là, donc, mais ça, c'est correct. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, on est en train de ça exactement comme ça, on va déjà être prête. Comme la 2e dose a été beaucoup plus efficace parce que le consentement avait déjà été signé pour la 2e dose lors de la 1re dose. C'est pour ça que ça nous prend un peu plus de temps, là, parce que là, il faut repasser à travers tous les dossiers médicaux de tout le monde. Il faut rappeler tout le monde pour la 3e dose de consentement. Donc, on fait ça tout en même temps parce que ça va venir, c'est sûr à 110 que lorsque ça va faire 6 mois ou plus de 6 mois que votre mère ou votre père a eu leur 2e dose, nous, on va appeler le bureau de santé puis on va dire, regardez, là, on garde en contact avec toujours eux autres. Puis, on va dire, regardez, là, on a tant de résidents qui ont besoin de tant de doses. Puis, souvent, c'est une équipe éclair qui va venir, de paramédics qui va venir donner 2-3 doses. Là. Donc, la 3e dose est inévitable, peu importe le moment où tu vas la recevoir, c'est ça? Exactement, si vous la désirez nécessairement. Oui, oui, pas de problème, merci. Oui, exactement, pas de problème. Écoutez, prix de la nouvelle résidence, je vais le mentionner ici.
j'ai les prix. Donc, pour ce qui est de la chambre de base, le prix va être le même. Donc, on parle, lorsqu'on parle du prix, là, pourquoi il va changer, c'est parce qu'on va passer d'une résidence de type C à une résidence de type A. Donc, ça, c'est au niveau configurationnel. Donc, toutes les résidences de type C doivent soit redévelopper ou soit passer à travers des grosses rénovations. Nous, on redéveloppe. Donc, les chambres de base vont être les mêmes. C'est 1891 et 31. Ça, c'est sans. Là, on parle de façon générale, là, sans compter le revenu de la personne qui fait application. En ce moment, c'est 1891 de base. Ça va être la même chose. Les semi-privés, en ce moment, c'est 2150 et 46. Pour les chambres semi-privées à la nouvelle résidence, on parle de 2701 et 61. Pour les chambres privées, en ce moment, c'est 2474. Et pour les chambres privées à la nouvelle résidence, on parle de 2200. Excusez-moi, je me suis trompé, désolé. Les semi-privés, c'est 2280 à la nouvelle résidence. Pour les chambres privées, maintenant, c'est 2474. Et pour la nouvelle résidence, là, ça va être 2701 et 61. Puis ça, je peux l'envoyer là, par courriel, là, parce que c'est des chiffres. Là, des fois, c'est un peu plus. Mais c'est la différence qu'il va y avoir là, avec la résidence de type A. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Oui, Mme Boris. Vous êtes sur mute. Ça faisait trop longtemps. Oui, s'il te plaît, n'envoie pas la feuille du ministère qui s'appelle Tarif d'hébergement dans les foyers de soins de longue durée, parce que moi, je me suis astinée avec la feuille sous la main, avec du monde. Puis eux autres, ils pensaient qu'on change de résidence dans une plus belle chambre, puis continuer de payer le même prix. J'ai dit non, non, non. Le ministère a décidé que quand une chambre était moins belle qu'une autre, tu payais ce prix-là parce que celui qui vit dans une chambre plus belle, il paye plus cher. Mais j'ai dit là, nous, on va être dans une chambre considérée catégorie A, super duper. Donc, notre prix monte. Ça n'affecte pas les personnes qui n'ont pas assez de sous pour les chambres privées. Mais les personnes qui se payent une chambre privée doivent s'attendre à payer environ 300 $ de plus par mois à partir du moment où on va déménager dans la nouvelle résidence. Et je considérais que ceux et celles qui aiment planifier d'avance le budget méritaient d'être mis au courant. Je sais que c'est à peu près dans, on va dire, 1 an et demi, c'est ça? Quand est-ce qu'on déménage? Dernière date que j'ai eue, c'est fin 2023. Non, ils ont rallongé ça encore. Moi, ça me disait début 2023. Puis là, c'est rendu... le problème avec ça, vous savez, c'est la COVID, la disponibilité des matériaux. Il y a aussi eu, on a eu besoin de... Lorsque la COVID s'est produite, on a dû passer à travers plus d'étapes pour approuver la construction par le ministère. Donc, maintenant, c'était le sous-ministre qui devait signer ça. Puis c'est un délai d'environ 3-4 mois. Un délai de 3-4 mois, lorsqu'on va en tender, puis ainsi de suite, c'est de façon exponentielle. Donc, ultimement, nous, on espère milieu, fin 2023. Aussi, on se dit que, on va voir, on verra là, dans les dates. Au mois de janvier, c'est pas nécessairement l'idéal de déménager. Ça se fait définitivement. Mais réalistiquement parlant, fin 2023, on va être pleinement déménagé. Mais ce qui est intéressant, par contre, puis on va éviter des gens de la famille. Là, on se trouvera une façon pour savoir qui va pouvoir venir visiter. Là. Mais au mois d'octobre, si tout va bien, on est supposé d'avoir ce qu'on appelle un mock-up des 3 types de chambres, donc base, semi-privé, privé. Puis avec toutes les installations de faites. Donc le lit, tout. Puis les gens vont pouvoir venir voir. Donc nous, l'admin, on va aller la voir. Puis il y a des résidents qui vont pouvoir aller voir. Puis il y a des membres de la famille qui vont aller voir juste pour dire OK, oui, c'est bon, on est satisfait avec ça. Oui. Moi, j'étais là quand on faisait des présentations diverses au moment de la planification de la construction en 2019. Est-ce que la télévision va être un service offert par Internet à la nouvelle résidence? Est-ce qu'avec
package Internet, on va pouvoir avoir. Moi, c'est pour ça que je vous ai parlé que ce serait le fun qu'on ait de la musique en continu dans les chambres, selon le goût des résidents, une musique de type Stingray. Et je m'étais fait dire que dans la nouvelle résidence, la télévision sera à travers Internet. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou ça va être par câble encore? Ben, là on vérifie nos options en ce moment. On n'est pas très satisfait avec Cogeco. Nécessairement, peut-être que ça pourrait être par satellite. La télévision par Internet, en ce moment, non, mais en ce moment, techniquement, tout le monde a accès. Je veux dire, on a le Wi-Fi pour nos résidents. Tu peux écouter Netflix, tu peux aller sur Spotify. Tu sais, c'est sûr que tu as besoin d'une boîte ou quoi que ce soit, mais réalistiquement parlant, tous les résidents en ce moment seraient capables d'avoir de la musique dans leur chambre provenant de l'Internet. Sans problème. C'est juste que nécessairement, oui, ils ont besoin d'une pièce de technologie, que ce soit, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un Xbox, ça peut être une boîte, ça peut être une Wii, ça peut vraiment littéralement être n'importe quoi. Ça peut être un laptop même branché avec un fil HDMI. On a des résidents qui ont une certaine âge, qui sont un peu plus jeunes, que ils visionnent des films sur Internet toujours. Donc, c'est à se questionner vraiment. Oui, on va avoir ce service-là, c'est sûr, parce que le câble fait partie un peu plus de la génération qui vont nécessairement être à la résidence. Mais toutefois, il y a plusieurs options. Puis moi, définitivement, j'encourage pour les membres de famille qui sont un peu plus au courant de ça, d'aller vers ça, parce que le problème avec le câble, c'est qu'on a un forfait pour tout le monde. Si on change un forfait, on doit charger l'extra à tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui veut ça. Okay. Donc, la meilleure option, c'est nécessairement d'aller vers ça. Vous croyez-tu, si je vous dis que la télévision de mon père fonctionnerait pas avec un service où est-ce qu'il faut que ça soit rentré par Internet? Mon père, c'est sa vieille télévision de 2002 là, qui a. Okay. Comprenez-vous? Puis, en tout cas, c'est pas bien grave. Là. Mon père est probablement relativement vieux, 92 ans, mais il y en a, vous parlez de tout ça. Pour mon père, c'est du chinois. Tu sais, je veux dire. Oui, mais nous, en même temps, aux activités, on a des employés qui sont là justement pour aider avec ça s'il y a un problème. C'est juste que nécessairement, nous, comme que je vous dis, il y a une limite de service qu'on peut offrir avec la carte, malheureusement. Au niveau du téléphone, par contre, ça, on va changer. Au niveau du téléphone, on va vraiment, c'est nous qui va faire la gestion du changement de poste. Donc, ultimement, on ne sera pas obligé d'appeler Bell pour qu'ils viennent faire les changements. Donc, ça ne va pas être un changement d'adresse, c'est nous autres qui va s'en occuper. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire, puis c'est quelque chose qu'on voulait faire. La seule chose, justement, c'est qu'on ne peut pas avoir, on vérifie voir si ça se fait, mais avoir plusieurs boîtes dans différentes chambres, l'entrée pour ça, je pense qu'en ce moment, à la résidence, on ne peut pas. C'est quelque chose qu'on vérifie, par exemple, pour la nouvelle résidence, si on a vraiment les entrées pour ça. Je pense que Marie-Josée avait une question. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, que les téléphones seraient gérés par la résidence, parce que dans le temps de COVID et que les patients ont été changés de chambre, on a eu le dilemme et le problème que pendant X nombre de jours, on ne sait même pas que le téléphone n'est pas à bonne place parce que le résident a été changé de place. Fait que ça, c'est vraiment une très bonne idée. Oui. Puis j'aime beaucoup le commentaire de est-ce qu'on peut penser à quelque chose au niveau des appareils, que ce soit télévision, etc. Pas pour le présent, mais parce qu'on est en train de construire, je pense qu'il faut penser pour le plus tard. Donc, tu sais, faire rentrer fibre, il y a quelque chose, parce que du long terme, à un moment donné, ça va être des gens plus jeunes qui vont se retrouver là, qui ont eu pendant toutes leurs années accès à du Wi-Fi. Puis, mais nous autres, on fait partie de cette génération-là, nous autres. Comme moi, je fais partie de cette génération-là fait que je pense qu'il faut prévenir parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de construire, puis ça va être encore quelque chose qui va être intéressant rendu à ce moment-là. Oui, puis nous, on fait, comme ça va être Internet fibre qu'on va avoir. Comme ça, c'est sûr à 100%. Puis nous, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un bon département de technologie, donc IT. Donc, ça c'est sûr que notre réseau va être sécurisé et ainsi de suite. Mais pour la télévision, oui, c'est un peu plus compliqué. Oui, ça pourrait se faire. La façon qu'on pourrait le faire nécessairement, c'est avec satellite. Donc, on vérifie les options en ce moment, puis on est en train de voir justement dans d'autres nouvelles résidences qu'est-ce qui sont fait. Mais ça, c'est vraiment comme je pourrais dire,
on a déjà essayé, puis on a déjà fait des demandes de prix pour voir si on pouvait upgrader, mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui écoute la télévision, puis c'est pas tout le monde qui veut les mêmes postes. Puis c'est ça qui arrive, c'est que quand on a vérifié, puis quand on arrive dans des upgrades comme ça, ben c'est des upgrades spécifiques, comme ben moi, je veux plus de télévision sport, moi, je veux plus de télévision film. Fait que là, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Donc oui, c'est sûr que ça serait l'idéal de que tout le monde ait leur propre boîte. Mais c'est quelque chose qu'on étudie. Mais pour le téléphone, ça, c'est vraiment, avec la COVID, qu'est-ce qu'on a vécu? On s'est dit que nous, c'est nous autres qu'il faut qu'il y ait le contrôle de ça. Ça, c'est sûr. Bell ne voulait pas rentrer souvent. Des fois, tout dépendant, la personne qui vient ne veut pas se soumettre au test rapide parce qu'il n'est pas vacciné. Parce que nous, tous nos fournisseurs doivent se soumettre au test rapide s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, c'est comme on a appris de ça, puis c'est sûr qu'à la nouvelle résidence, ça va être différent pour ça. Le dernier sujet, c'est le vote. Écoutez, Mme Boris, malheureusement, je n'ai pas vraiment beaucoup de données là-dessus. Je sais que ça va se produire au bistrot. Je sais juste que nous, ce qu'on faisait avant. Donc, je n'ai pas encore eu de confirmation de personnes pour les votes, de quelle façon que ça va se produire avec les restrictions COVID. Nous, habituellement, ce qu'on faisait, c'est que les résidents allaient voter dans le bistrot pour ceux qui pouvaient, puis sinon, ils votaient dans leur chambre pour ceux qui pouvaient pas se rendre au bistrot. J'ai pas rien eu de StatsCan, j'ai pas rien eu justement, on n'a pas eu comment je pourrais dire, les petits signets de vote là, que tout le monde a reçus en ce moment, mais on est supposé, c'est jusqu'au 10 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, tout le monde est en train de les recevoir tranquillement, pas vite, mais moi, personnellement, j'ai pas eu de nouvelles là, par rapport à ça. Oui, Mme Boris. Vous êtes sur mute. Je me souviens que mon père a voté à la dernière élection fédérale. Et puis, je me souviens qu'on l'avait descendu en bas puis qu'il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui étaient des employés de Élections Canada. Maintenant, est-ce que tous les employés d'Élections Canada sont obligés d'être vaccinés? J'ai cru comprendre aux nouvelles que le directeur général des élections du Canada exigeait cela de tous les employés. Est-ce que les personnes qui vont venir à la résidence vont être vaccinées? Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que le POA peut assister mon père est aveugle. Et moi, on m'avait dit l'heure qu'il votait à plus ou moins 1 heure de près, là, comme ils m'ont dit, arrive vers 2 heures. Fait que, est-ce que le POA va pouvoir entrer cette journée-là pour l'aider? Il va y avoir déjà plus de monde sur le terrain. Puis, voyez-vous, il y a le problème. J'ai aucune idée comment Élections Canada va gérer le partage des crayons. Voyez-vous, je me suis demandé un paquet de questions par rapport à moi quand je vote, puis vous quand vous votez, puis un temps de COVID, puis je me suis dit, ça va être un vrai casse-tête pour vous. Puis si vous ne savez pas déjà comment le faire, vous allez le savoir très tard dans le mois de septembre, et ça va être encore plus casse-tête, non? Bien, pour moi, c'est simple. Pour ce qui est de la vaccination, si le directeur général du Vote Canada, là, nécessairement, n'exige pas ça de leurs employés, nous, c'est très simple. Vous n'êtes pas pleinement vacciné, vous devez vous soumettre au test rapide, comme les fournisseurs de soins, comme les visiteurs, comme nos fournisseurs de services. Même chose. Comme ça, je ne me casserai pas la tête. Nécessairement, pour ce qui est... ça va être assez simple. Même s'il y a un partage des crayons, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est de bien se laver les mains. C'est comme nous, en ce moment, quand on fait signer des employés, pour quoi que ce soit, il y a une bouteille de Purell juste à côté du crayon. Ça va vraiment... Nos pratiques vont être les mêmes. Puis, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que depuis le début de la pandémie, ce n'est pas la première fois qu'on doit se revirer de bord assez vite fait. Donc, ça ne va pas être nouveau. Pour moi, il y a déjà Lynn Fournier puis toute mon équipe. Moi, je n'ai jamais participé à ça. On n'a jamais eu une encore quand j'étais ici. Mais toute mon équipe a participé à des élections. On a déjà un processus en place. Puis nécessairement, je pense que le même processus qu'on utilise pour faire la vaccination chez nos résidents va pouvoir être le même processus qu'on utilise pour les votes. Faire rentrer plus d'employés pour faire du portering, faire rentrer les personnes avec la procuration pour aider à voter. Ça va être dans ce thème-là. OK. Moi, j'avais une question. Ce n'est pas tous vos résidents qui votent, hein? Ceux qui sont considérés comme étant atteints
d'une certaine forme assez grave de démence ou de sénilité ne peuvent pas voter. C'est ça? Oui, exactement. Puis ça, c'est selon un score pour l'état cognitif d'une personne. Donc, selon le score, la personne peut voter ou non, nécessairement. OK, merci. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, dès qu'on va avoir des nouvelles ou quoi que ce soit, on va vous laisser savoir. Moi, j'ai vérifié mes courriels, j'ai rien reçu. J'ai été vérifié sur l'Internet aussi, j'ai rien vu pour les congregated living ou quoi que ce soit. Donc, on fait juste attendre, puis dès qu'on a des nouvelles, ben, on va vous laisser savoir. Puis, on va s'organiser une journée, puis c'est sûr que les gens qui ont le droit de voter vont pouvoir voter, ça c'est sûr à 100%. Oui. Il n'y a sûrement aucune visite des candidats potentiels dans la résidence. Parce que, voyez-vous, mon père, lorsqu'il était dans une résidence de personnes autonomes, il s'est fait visiter par Pierre Lemieux puis Francis Drouin en God knows where, 2015. Il s'est fait visiter. Présentement, je ne les ai jamais vus à la résidence. Donc, ces personnes-là ne viendront pas. Mais moi, je ne les ai pas encore vus à la résidence. Je sais que Francis, il est quand même assez près de nous. Il est quand même à l'écoute. Il m'a appelé quelques fois pendant la pandémie. Donc, il est quand même présent. Je l'ai vu se promener dans les rues d'Hawkesbury hier. Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il va passer ici. Pour être honnête, j'ai vraiment aucune idée. Comme je vous dis, même moi, j'ai pas encore vécu ça à la résidence des élections fédérales. Donc, ça va être nouveau pour moi. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va se produire. Mais écoutez, je crois que oui, il va peut-être passer. Oui, Émilie? C'est pas comme s'il faut avoir quelque chose dehors, comme, je sais pas comment ça marche, mais c'est des espèces de. Les candidats viennent, c'est quelque chose, c'est des gens dehors. Je sais pas. Non, c'est ça, moi non plus. J'ai vraiment aucune idée de voir comment ils vont gérer ça. Comme je dis, j'ai eu absolument aucune information jusqu'à présent. Je pense que tout le monde est en train de vraiment travailler fort pour savoir comment on va faire ça dans le milieu d'une quatrième vague. Donc, je me dis que si d'ici le 5 septembre, je n'ai pas eu de nouvelles, là, on va commencer à faire des appels. Parfait. Ben, c'est tous les sujets qu'on avait. Oui. Juste une petite question. On voit que l'ouverture de la nouvelle résidence avance à grands pas, même si je sais que c'est 2023, mais ça avance vite quand il faut penser à planifier. Je me demandais juste, je vois que vous avez encore des postes qui sont vacants à la résidence. Je sais qu'il y a une pénurie au niveau des infirmières. Je sais que les postes ne se comblent pas parce qu'on les voit revenir et revenir. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on les voit. Ouais. Avez-vous pensé à comme une stratégie, quelque chose pour justement s'assurer qu'on ait les gens en place avant l'ouverture de la nouvelle résidence, que déjà ces gens-là soient dans la résidence actuelle pour que quand le déplacement se fasse, pour assurer un petit peu la sécurité puis que le fait que nos parents vont avoir de bons services. Ça m'inquiète de revoir des mêmes postes qui sont ouverts constamment et qui ne sont pas comblés. Là, comme... Oui. Dans le fond, un peu expliquer la situation en ce moment. En ce moment, des postes permanents. Donc, on parle là, de postes qui ne sont pas temporaires, des postes permanents, là, qu'il y a quelqu'un d'embauché qui arrive, puis on dit OK, toi, si tu appliques ce poste-là, ça va être ton poste à tout jamais comme tu veux. On n'en a pas extrêmement. Je vais comme un peu vous donner le scénario là, en ce moment. Là, pour nos RPN, nos infirmières auxiliaires, nous avons en ce moment 6 personnes en congé de maladie ou en congé de maternité. Donc, c'est ce qui est plate un peu parce que c'est extrêmement difficile de recruter dans ces conditions-là parce que c'est des postes temporaires qu'on peut juste offrir. Pour vous donner comme un exemple, pour nos RPN, j'ai seulement 2 postes. J'ai seulement un 16 heures et un 24 heures permanent en ce moment à offrir. Le restant, c'est des postes temporaires. Pour mes préposés aux bénéficiaires, sur 80 employés, sur 80 postes, j'ai 4 postes permanents à offrir en ce moment. Pour mes postes d'infirmières enregistrées, mes RN, on a seulement un poste permanent à offrir. Tous nos postes sont comblés, puis c'est un poste de coordonnatrice clinicienne. Le problème en ce moment,
puis qu'on voit partout un peu, c'est l'épuisement de la pandémie. Beaucoup de gens en congé de maladie. Nous, il y a eu vraiment des bad luck, des infirmières qui se sont fait mal, peu importe en dehors. Je ne peux pas aller dans les détails, mais nécessairement, c'est sûr qu'en ce moment, c'est frustrant, mais ça m'inquiète un peu moins parce que c'est pas comme si j'avais 25% de mes postes permanents à offrir, de un. De deux, oui, c'est définitivement quelque chose qu'on vérifie. On a les préposés en ce moment, sérieusement, avec le programme qu'on a avec CFEO, ça va bien. On a embauché comme environ 20 préposés dans la dernière an et demi. On va recevoir d'autres étudiants de CFEO pour l'automne. Puis d'habitude, on embauche environ 75% de ces employés-là. Donc ça m'inquiète moins. Ce qui est plus inquiétant, c'est au niveau des infirmières auxiliaires. Tout le monde a de la misère à en recruter en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de CV. Ce qui est encourageant, par contre, c'est que à partir de cette année, les cohortes à la Cité collégiale puis à l'Université d'Ottawa, partout en Ontario, vont doubler. Donc ça l'aide. Nous, en ce moment, on essaie de faire le même partnership qu'on fait avec CFEO, mais avec la Cité collégiale. Donc, moi, j'ai rencontré, il y a une de nos infirmières en ce moment qui est Judith Richer, qui s'occupe habituellement de faire, qui s'occupe avec la Cité là, de donner de la formation à des infirmières auxiliaires qui sont en train de pratiquer à l'école. Nous, on a reçu un groupe d'environ 6 ou 7 infirmières à l'automne passé. Donc, nous, on essaie de créer justement là, ce lien-là avec CFEO puis la Cité collégiale pour offrir un programme d'RPN, d'infirmières auxiliaires à Hawkesbury. Donc, il y a une cohorte qui puisse pratiquer à Hawkesbury parce que nous, on disait, il y a beaucoup de préposés qui nécessairement veulent apprendre plus, veulent devenir infirmières auxiliaires, mais qui n'ont pas les modalités financières ou quoi que ce soit pour se déplacer ou avoir un appartement à Ottawa. Donc, de cette façon-là, les gens pourraient travailler à Hawkesbury comme préposés, et ainsi de suite, puis augmenter justement vers une qualification d'infirmière auxiliaire. Donc, on est proche d'une entente par rapport à ça. Donc, la Cité collégiale enverrait ces infirmières-là à l'école CFEO, puis CFEO, ces infirmières-là viendraient faire leur stage à la résidence. Donc, on va vraiment de la base. Nous, en ce moment, notre stratégie, c'est vraiment d'y aller à travers l'éducation, à travers la base, à travers les racines. Avec nos RN, on a engagé plusieurs nouvelles RN qui viennent de sortir de l'école. Donc, c'est vraiment notre stratégie en ce moment parce que nécessairement, les soins de longue durée ont eu de la difficulté dans les 2-3 dernières années. Ce n'est pas nous autres qui étaient le plus financés, mais on a l'impression que oui, ça va aider avec tout ça. C'est sûr que aussi, on va avoir une stratégie où est-ce que pour moi, dans ma tête à moi, il va falloir établir un comité de recrutement, pas nécessairement juste à la résidence, mais à travers tous les comtés unis, donc avec les ressources humaines, avec différentes têtes pour justement pouvoir aider à embaucher des RPN puis à embaucher des RN parce que définitivement, c'est quelque chose que, oui, qui nous tracasse, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est important à dire aussi, pendant la transition, là, il y a des inspectrices ou des inspecteurs du ministère qui vont être à la résidence. Donc, pendant tout notre déménagement, eux vont être là pour analyser la situation. Puis si à un moment donné, ils déterminent que, regardez, on ne peut pas ouvrir 20 lits des 78 nouveaux lits parce qu'il n'y a pas assez de gens, bien, ça va être ça. Donc, il faut être réaliste aussi, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais il va y avoir plusieurs nouveaux lits, donc la province va définitivement faire quelque chose pour ça, mais nous, de notre côté, on essaie de se créer le plus d'associations possible puis d'offrir le plus d'opportunités de stage possible à la résidence pour que justement essayer d'attirer les gens puis de vraiment dire, bon, mais c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai juste à remettre mon CV, j'ai fait mon stage ici, voici là, ma candidature. Mais pour moi, lorsque tout le monde va revenir, parce que là, on avait les vacances, on avait ainsi de suite, on trouvait que c'était important de donner des vacances à nos employés. Oui, c'est vrai qu'ils ont travaillé short pendant l'été, mais je peux vous garantir qu'ils étaient extrêmement contents de recevoir leurs vacances 2-3 semaines, pendant 2 semaines pendant l'été. Il y a des places qui ont juste complètement refusé des vacances. Nous, ce n'était pas vraiment une option qu'on voulait aller. Puis, c'est à partir du mois de septembre, octobre, on va voir qu'il y a des employés qui vont revenir. On a des dates de retour. Puis, ce qui va faire du bien aussi, c'est qu'on a deux RPN là, qui sont dans la trentaine, qui sont en congé de maternité, qui ont pris l'année et demie. Puis, on ne s'attendait pas à ça. Au début, on s'attendait à 1 an.
Là, ils ont pris l'année et demie, évidemment. Fait que là, ils sont de retour au mois de janvier. Fait que ça va commencer à débouler. C'est sûr que c'est un moment un peu plus difficile en ce moment. Puis, on va sûrement réviser aussi nos politiques là, pour les vacances l'année prochaine, diminuer un peu nos quotas. Mais on a définitivement ça en arrière de la tête, puis c'est quelque chose on va commencer à planifier dès l'année prochaine. Là, ça, c'est sûr à 100%. Oui. OK, je voulais juste signaler que la résidence Champlain de L'Orignal va probablement fermer au cours des 2 ou 3 prochaines années. Est-ce que, au moment où est-ce que vous allez connaître la date de fermeture, vous allez comme envoyer des petits recruteurs incognito, voir si certains membres du personnel de cette résidence-là seraient intéressés, surtout si les dates sont suffisamment rapprochées entre notre déménagement dans le nouveau bâtiment et eux, le fait qu'ils quittent pour Orléans. Donc, certaines personnes qui sont employées à L'Orignal seraient peut-être intéressées à venir travailler chez vous. Oui, mais on a déjà commencé à le faire. Mais à L'Orignal, de un, il n'y a pas beaucoup de résidents, hein, ils sont 60, ou même maintenant, non, ils sont rendus 48. Oui. Ils ont enlevé les chambres de 3 et 4 personnes. Donc, à 48 personnes, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'employés. Deuxièmement aussi, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient beaucoup d'employés d'agence. Donc, je pense qu'il y avait 2-3 infirmières des agences. Donc, peut-être qu'on va le récolter. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement mal. En ce moment, il y a beaucoup d'infirmières qui décident d'aller vers les agences parce qu'ils peuvent gérer leur horaire comme ils veulent. C'est vraiment un problème, ça. Donc, oui, c'est le fun d'avoir des agences pour te venir en aide. Par contre, ils nous font compétition parce que les agences maintenant donnent des salaires compétitifs. Puis, en plus, nécessairement, ils peuvent choisir leur horaire. Comme nous, on a une convention collective, doit travailler une fin de semaine sur 2, and so on. Mais quelqu'un qui vient d'une agence n'est pas régi par la convention collective. Donc là, peut vraiment déterminer, bon, moi, je veux une semaine de vacances cette semaine, donc je m'en fais une. Donc ça, c'est vraiment un de nos challenges. Puis j'ai hâte de voir comment le ministère va réagir parce que ça, c'est quelque chose que nous, comme groupe de maisons de soins de longue durée, on se plaint. On dit, tu sais, les agences, oui, c'est le fun de les avoir, mais en ce moment, c'est un de nos plus gros compétiteurs. Donc ça, c'est vraiment un problème. Mais écoutez, c'est sûr que ça va être tout un défi, mais comme j'ai dit, dès l'année prochaine, on s'y met, puis on va créer des comités, puis on va commencer à faire du recrutement. Puis peu à peu, on commence à demander de plus d'équivalents temps plein. Comme moi, l'année prochaine, là, je vais demander plus d'équivalents temps plein en fait de préposé, puis en fait d'aide. Donc, on se prépare tranquillement, pas vite, puis vraiment, là, en 2022, là, on va commencer une grosse campagne de recrutement. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, Mme Boris, est-ce que vous avez une autre question? Non, je n'ai pas d'autres questions, à part le fait de vouloir avoir des confrères sur le conseil de famille. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais repasser le message. Puis écoutez, merci d'avoir participé à la rencontre. Je vais envoyer le lien pour les autres personnes, puis je vais faire une traduction en anglais vraiment des sujets qu'on a adressés. Puis merci de votre présence, c'est très apprécié. Bonne journée. Bye, merci.